Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mercredi 17 septembre. Voici les titres de ce journal. C'est la vitrine du monde agricole dans le Grand Ouest jusqu'à vendredi. Le SPACE accueille à Rennes les professionnels de l'élevage. Et ce salon reste un rendez-vous incontournable, notamment pour les fabricants de matériel, vous le verrez. Troisième jour de procès pour le dossier Xynthia. Et ce mercredi, les audiences se sont poursuivies dans une atmosphère beaucoup plus apaisée qu'hier. Nous retrouverons notre journaliste sur place. À l'heure où l'apprentissage peine à recruter, nous rencontrerons Pauline et Anatole. Ces deux jeunes ont choisi la filière de la vente aux herbiers pour rentrer plus rapidement dans la vie active. On débute ce journal avec le rendez-vous pour le monde agricole. Depuis hier et jusqu'à vendredi, le SPACE accueille les professionnels du secteur à Rennes. Il s'agit du salon de l'élevage, un salon international. Alors évidemment, de nombreux Vendéens sont sur place, notamment pour tenter d'élargir leur marché. Notre journaliste Pierre Dalicieux les a retrouvés à leur stand. Et après, au niveau de la descente du vérin et du coin, c'est pareil, il s'arrête à 5 cm. Ce commercial n'a pas fini de vanter le mérite de ses engins. Cette marque vendéenne fait partie des 1410 exposants du SPACE. Alors avec une telle concurrence, forcément les visiteurs auraient tort de ne pas profiter de la situation. Oui, on vient voir les prix, justement. Voir les prix. Parfois, ça fait du bien d'avoir un peu de concurrence, parce que bon, entre concessionnaires, il peut y avoir des grosses différences, quoi. Donc c'est intéressant. Intéressant également pour les exposants. 4 jours au SPACE, ça coûte cher, mais le jeu en vaut la chandelle. Comme chez cet autre fabricant vendéen de matériel agricole, pour qui le salon est évidemment indispensable, notamment pour sortir un petit peu de sa clientèle vendéenne habituelle. Grâce à ce salon, on travaille sur d'autres régions et après donc le SPACE, on a des commandes sur les autres régions, la Bretagne, le nord de la France. Donc ça nous permet d'avoir une clientèle beaucoup plus élargie au niveau de la société. D'autres vont encore plus loin en misant quasiment tout sur ce type de salon. Pour ce fabricant toujours vendéen, c'est bien simple, être présent 4 jours ici fait partie intégrante de la stratégie de communication de sa société. Depuis 2014, on a choisi vraiment d'insister et d'investir fortement sur les salons comme le SPACE, comme le CIMA, comme le Sommet d'élevage, plus que dans la presse écrite notamment. Ces exposants l'avouent, le SPACE ne permet pas de remplir directement les carnets de commandes. Ce salon est surtout une vitrine plus qu'autre chose. Mais une vitrine qui aura vu passer l'année dernière quelques 56 000 professionnels du secteur agricole du monde entier. Les professions réglementées sont inquiètes. Les huissiers ont manifesté lundi. Ce mercredi, c'était au tour des notaires. Vous le voyez sur ces images. Ils étaient près de 400 à se rassembler à La Roche-sur-Yon. Et à la fin du mois, opticiens et pharmaciens devraient suivre le mouvement. Alors tous contestent le projet de réforme des professions réglementées. Un projet qui entend notamment libéraliser le secteur et donc baisser les coûts. Mais les notaires refusent cette décision. Le notariat se mobilise contre un projet de réforme qui a été évoqué, auquel il n'a été nullement associé, sans aucune concertation préalable, et qui vise simplement à la disparition de notre profession, avec près de 60 000 emplois, dont 50 000 emplois salariés à la clé. Des réformes sont envisageables, le nombre de notaires pourrait être augmenté, les tarifs pourraient être revus, sans idée préconçue. Regardons ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui peut être amélioré. Nous avons été beaucoup heurtés d'être présentés comme des privilégiés ayant des rentes de situation. Quand nous passons en moyenne 12 à 13 heures dans nos études, nous n'avons pas l'impression d'être des rentiers. Et on le disait tout à l'heure, le mouvement devrait se poursuivre puisqu'après les huissiers et les notaires, le syndicat des professions libérales, l'UNAPL, appelle à manifester le 30 septembre prochain. Nous entendrons d'ailleurs ce syndicat demain dans notre journal. La mobilisation se poursuit également du côté d'Air France. Demain, 60% des avions devraient encore rester au sol. La grève est reconductible jusqu'à lundi. Prenez donc vos dispositions si vous devez vous rendre à l'aéroport, notamment à Nantes. Rappelons que les pilotes s'opposent au projet de développement de la filiale low cost du groupe. Un mot à présent sur la mort tragique de la petite Angèle, cette fillette de 4 ans étranglée par sa mère il y a 10 jours chez elle à Saint-Georges de Pointadou. En souvenir de la petite fille, une marche blanche est organisée demain, jeudi à 18 h. La marche partira de la place des Halles à la Motte-à-Char et se poursuivra jusqu'au hameau où vivait la petite Angèle. Les participants sont invités à venir avec un t-shirt blanc et une rose blanche. Un lâcher de ballon est également prévu.
Comme chaque jour, on ouvre à présent notre dossier Xynthia pour suivre le procès débuté lundi au Sables-d'Olonne. Aujourd'hui, 3e jour d'audience. On fait donc le point avec Caroline. Oui Edwige, c'est dans un climat plus apaisé qu'a repris l'audience aujourd'hui. Une journée consacrée aux 29 morts de la Faute-sur-Mer par le biais notamment du témoignage du médecin légiste qui a dressé les 29 certificats de décès en 2010. Plus calme donc puisqu'hier soir, le président a demandé à René Maratier de donner son avis sur tout ce qui avait été dit sur la commune qu'il dirigeait alors. Il a également partagé son étonnement quant à l'ignorance de l'ancien élu des précédentes tempêtes qui ont balayé la Faute. Enchaînement de questions, d'insistance aussi qui ont déstabilisé l'ancienne idylle et que ses avocats condamnent. La question qui lui était posée était de savoir s'il avait la mémoire d'inondations qui auraient eu lieu précédemment à la Faute. Il a indiqué qu'il n'avait pas cette mémoire, en tout cas qu'il ne connaissait pas le détail de ces événements et le président l'a interpellé extrêmement fortement en parlant y compris d'autisme, ce qui nous a choqués. On juge un homme, on a un magistrat qui au début des débats ne doit pas avoir une opinion sur l'affaire et donc nous espérons que la sérénité des débats reviendra et que M. Maratier sera interrogé comme tout prévenu, c'est-à-dire avec l'équilibre et la neutralité nécessaires. Alors après le médecin légiste dont je vous parlais à l'instant et qui a témoigné ce matin, place également à un psychiatre présent notamment à la Nouvelle-Orléans après le passage de Katrina et en Thaïlande après le tsunami. Ronan Oriot a notamment insisté sur l'importance d'un procès pour les victimes, un moyen, dit-il, de donner un sens à tous les morts. C'est une situation de catastrophe particulièrement dramatique dans laquelle effectivement on aura derrière des séquelles psychiatriques ou psychologiques dans la durée et donc je pense qu'il est parfaitement important de rappeler ça à la fois au tribunal mais aussi pour soutenir les victimes qui sont là, qui doivent parler à partir de maintenant et qui ne vont pas forcément toutes s'autoriser à parler. Donc je pense que c'est très important de dire qu'elles doivent s'exprimer, éventuellement avec colère, sans rage, mais en tout cas avec force et conviction. Alors les parties civiles ont ensuite commencé à témoigner en milieu de journée. 5 aujourd'hui sur la cinquantaine prévue au cours de ce procès. On reviendra d'ailleurs demain soir sur l'émotion qui se dégage de ces récits. Des auditions qui devraient se terminer dans le courant de la semaine prochaine. Merci Caroline et donc à demain. Un mot à présent sur cette école hors contrat qui ouvre ses portes lundi prochain à Puy-Béliard sur la commune de Chantonnay. Cette école mixte confessionnelle ira de la grande section de la maternelle au CM2. Elle sera encadrée par un prêtre de la fraternité Saint-Pie-X. L'école prône un retour à la tradition et a rompu avec l'Église catholique en 1988. Les matières habituelles seront bien sûr enseignées, mais la place laissée à l'enseignement religieux sera plus importante que dans l'école privée dite classique, selon l'abbé Ramé, qui co-dirigera donc cette école. Elle devrait accueillir 32 enfants ce lundi. Elle pourra recevoir jusqu'à 80 jeunes. Les enfants viennent principalement de Vendée et quelques-uns des Deux-Sèvres. Une question à présent. L'algue serait-elle l'avenir de l'homme? En tout cas, elle pourrait bien devenir l'un des atouts de la Vendée. C'est ce qui a été évoqué lors d'un point presse il y a quelques jours au Conseil général. Le groupe breton Olmix, l'un des leaders mondiaux dans le domaine, souhaite en effet s'implanter sur le département. D'ici 2 ans, une usine de traitement des algues devrait voir le jour à Saint-Hilaire-d'Oriez et pourrait à terme créer une dizaine d'emplois. Et si la Vendée a été choisie, c'est qu'elle compte des centaines de tonnes d'algues rouges au large de ses côtes, ce qui est évidemment une très bonne nouvelle. L'algue, c'est un nouvel or vert, un nouvel or bleu. Avec les algues, on peut faire de la nourriture, on peut nourrir des gens, on peut faire de la nutrition, de la santé, on peut faire du plastique, on peut faire des biofuels. C'est un nouvel or vert. Et ça, il va falloir justement qu'on donne une dynamique à toute cette valorisation des algues. Et c'est vrai que c'est nouveau, ça demande de l'innovation, de l'investissement. Mais la mer, l'économie de la mer, c'est un vrai sujet, l'économie bleue, tout le monde en parle. Voilà une réalité, quelque chose de concret. Et précisons que la première étape sera donc de collecter les algues rouges au large de la Vendée. Et c'est la société Tomaso de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui sera en charge de cette opération. L'entreprise vendéenne a en effet mis au point un bateau spécifique pour ce projet. Ajoutons qu'à terme, ces algues rouges seront transformées pour ensuite améliorer la nutrition et la santé animale et végétale.
Ce message à présent, l'apprentissage a besoin d'être relancé. Vendredi, François Hollande réunira d'ailleurs les acteurs des secteurs concernés pour trouver des solutions. Mais avant ça, ce lundi, la Chambre régionale de métiers et de l'artisanat a tenu à faire un point sur la situation. L'objectif est donc d'interpeller les jeunes, mais aussi et surtout les chefs d'entreprise. Face aux difficultés des procédures administratives et des contrôles, de plus en plus de professionnels ne prennent plus d'apprentis. Et pourtant, il faut préparer la relève. Pour l'artisanat, il y a un enjeu fort qui est la transmission reprise. Dans les 5 années qui viennent, 30% des chefs d'entreprise vont atteindre l'âge de 60 ans et plus. Donc ce sont des entreprises qui demain seront à reprendre. Donc, et malgré la difficulté, je dirais, du moment, il ne faut pas qu'il y ait de coupure dans le recrutement des jeunes capables de reprendre ces entreprises à terme. Et précisons que d'après les chiffres, 80% des apprentis trouvent un emploi après leur formation. Et ce sera certainement le cas pour les deux jeunes que nous allons suivre à présent. Anatole et Pauline ont choisi la filière de l'apprentissage. Ils partagent donc leur temps entre la théorie et la pratique. Guillaume Lefort les a retrouvés en cours à la MFR La Louisière aux Herbiers. Ce matin, Anatole suit son premier cours de mathématiques appliquées à la vente. Il a souhaité sortir de la formation scolaire classique sans pour autant savoir vers quel métier se tourner. À la base, c'était avec un ami, on ne savait pas quoi faire et puis il y en a un, il est parti vers la vente. Du coup, moi je l'ai suivi et ça m'a plu en fait. Quand j'étais au collège, je ne me concentrais pas assez bien, j'étais bête, je ne m'amusais pas autant qu'ici et du coup, ça ne me donnait pas l'envie d'apprendre, de continuer. Mais il n'y a pas qu'après le collège que l'on peut changer de voie. À 18 ans, Pauline veut devenir fleuriste. Elle a donc opté pour un bac professionnel spécialisé. J'avais envie de rentrer dans le monde adulte. J'ai fait un stage au tout début et puis j'ai pas vu mes journées passer. C'est passé tellement vite que je me suis dit je vais recommencer. J'avais hâte de rentrer dans la vie active, donc je suis super heureuse. Chaque année, de nombreux lycéens choisissent l'apprentissage, un moyen de rentrer plus tôt dans le monde de l'entreprise, devenir salarié tout en suivant des cours une semaine sur 3. L'intérêt, c'est qu'un jeune qui s'engage en apprentissage soit sûr de son choix, parce qu'il quitte effectivement un milieu scolaire plus classique pour rentrer dans le monde du travail. Donc il faut quand même que le jeune soit motivé et qu'il comprenne les règles d'un salarié et plus uniquement d'un jeune à l'école ou en stage. Mais ce qui a surtout plu à Pauline, c'est la méthode de travail utilisée en bac professionnel. Quand on va revenir en cours, on va apprendre le cours. Donc en fait on pratique et après on apprend le cours. À la maison familiale de la Louisière, les apprentis sont tous pensionnaires. Un cadre de vie et une formation qui leur apprennent à être autonomes et à se comporter en adultes. Ces quelques images à présent de la journée départementale du sport scolaire. Un peu partout sur le département, collégiens et lycéens des établissements publics ont participé à l'événement. Exemple au Sables-d'Olonne, où 300 jeunes de 16 à 18 ans se sont retrouvés sur la plage en maillot de bain, soleil oblige. Et ils ont pu se tester au beach volley, au rugby, à l'ultimate ou encore au cross fitness. Et l'objectif de cette opération est de promouvoir l'UNSS, le sport proposé dans les établissements le mercredi ou lors des pauses déjeuner. On est très heureux de s'inscrire pendant la semaine Santé vous Sport parce que c'est un enjeu essentiel au niveau de l'éducation. Donc nous, on fait partie de l'éducation nationale, on fait partie du sport scolaire. Donc on se doit de répondre à ces enjeux-là. Et on sait très bien que bouger, c'est principal et c'est vital. Donc on est là pour encourager les élèves à trouver une façon de bouger, quelle qu'elle soit. Image signée Jean-Marie Bidot. On n'y pense pas toujours, mais les choses les plus simples sont parfois difficiles pour les personnes à mobilité réduite, comme par exemple aller à la pêche. Eh bien, c'est désormais possible au lac du Jonais. Il s'agit là de l'une des premières structures du genre sur le département. Reportage à la Chapelle-Hermier avec Grégoire de Châtillon. Ils étaient une soixantaine d'handicapés issus de plusieurs centres à avoir fait le déplacement pour une bonne nouvelle. Le lac du Jonais est désormais accessible pour les personnes à mobilité réduite. On avait une demande, aussi bien aussi pour le tourisme, les personnes à mobilité réduite qui viennent en vacances, de pouvoir bénéficier d'un parcours très adapté pour pêcher en toute tranquillité, sécurité et liberté dans la nature. Ce parcours à mobilité réduite, long d'une vingtaine de mètres, va donc, grâce à son sol plat et à sa structure en bois, apporter plus de confort
à ceux qui se déplacent en fauteuil roulant. Je suis très contente pour ça parce que ça va permettre à d'autres personnes handicapées de pouvoir pratiquer la pêche comme ils en ont envie. Il faut savoir que dans beaucoup d'endroits, malheureusement, on ne peut pas pêcher parce que le ponton n'est pas adapté pour nous. Stéphane et Aurélien, en situation d'handicap moteur mais aussi mental, ont l'air plutôt à l'aise et profitent pleinement de ce moment. J'aime bien pêcher. Moi, c'est depuis tout petit. Hein. Mon père était pêcheur, il m'emmenait avec lui. Et puis, voilà quoi. Prochainement, un autre parcours à mobilité réduite devrait voir le jour le long du Lay, à Mouchamps. Attention, pas vous. Ah, oui. Et puis avant de refermer ce journal, un mot sur la météo prévue pour demain. Et ce jeudi 18 septembre devrait être chaotique entre d'éventuelles averses, d'éventuels orages, des températures élevées, mais également un temps ensoleillé. À quelques jours de l'automne, nous aurons donc le droit à un véritable temps d'été orageux avec un thermomètre qui affichera encore jusqu'à 27 degrés. Et c'est ce que vous confirme Armelle Pavageau dans quelques minutes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.